Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre virtuelle avec l'UQTR s'invite dans ton salon. Mon nom est Laurence Langlois. Je suis conseillère aux futurs étudiants pour l'Université du Québec à Trois-Rivières et aussi, je dois dire, fière diplômée du programme de communication sociale et CIMEN à l'UQTR. Donc, le programme dont nous ferons discussion aujourd'hui afin que vous puissiez en apprendre davantage, donc notamment pour éventuellement faire votre inscription. Donc, j'ai pour vous aujourd'hui, en fait, le déroulement de la journée, de l'événement plutôt. Donc, pour l'heure qu'on va passer ensemble. Alors, par la suite, j'aurai également quelques petites informations supplémentaires, peut-être plus du niveau technique pour vous, à vous mentionner. Donc, concernant le déroulement, alors on va simplement procéder avec une brève introduction, simplement là, avec des points d'information. Par la suite, nous aurons la présentation du programme, le témoignage d'une étudiante, donc dans le programme d'études, et nous allons terminer avec une période de questions et réponses. Donc, quelques points importants pour aujourd'hui. En fait, pour votre information, le webinaire est une durée d'environ 1 heure. Et puis, comme vous avez pu constater, c'est enregistré. En fait, c'est simplement parce que tous ceux et celles qui n'auront pas pu être avec nous aujourd'hui pourront le réécouter. Et vous, si vous voulez le réécouter, ce sera aussi possible. Vous remarquerez également que tous les micros et toutes les caméras sont fermés au niveau des participants, donc de votre côté à vous. Alors, toutes les questions que vous aurez pendant la présentation, on vous invite à utiliser le Q&A, probablement tout juste tout bas de votre écran. Donc, d'ailleurs, si vous voulez faire un test, nous écrire un bonjour ou un coucou, n'hésitez pas, juste pour valider que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment par là, tout au long de la présentation, que vous pouvez écrire vos questions et nous pourrons y répondre lors de la période prévue à cet effet. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Farah Bérubé, la directrice du comité de programme donc de communication sociale, et une étudiante également, donc Vicky, qui sera là avec nous pour vous parler de son expérience au sein de l'UQTR. Pour toute question supplémentaire que vous pourriez avoir aussi à la suite de la présentation, c'est possible de communiquer avec nous, les conseillers aux futurs étudiants. Vous allez voir, l'adresse courriel va être indiquée directement dans la dernière diapositive. Alors, soit la prendre en photo ou la prendre en note là, si jamais vous voulez nous écrire par la suite. Donc, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet avec la présentation de Farah Bérubé. À toi la parole. Merci Laurence. Bonjour tout le monde. Je suis Farah Bérubé, professeure agrégée au département de lettres et communication sociale depuis 2008. Et de 2006 à 2008, j'ai même été chargée de cours au même département. Donc, ça fait déjà quelques années que je me promène dans les corridors du département de lettres et communication sociale. Ça fait 14 ans. J'ai fait mes études en communication à l'Université Laval au niveau baccalauréat et maîtrise. J'ai fait en plus un certificat en langue espagnole. Et pendant mes études à la maîtrise, j'ai occupé 2 postes permanents au gouvernement du Québec dans des directions de communication, soit au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et au directeur général des élections du Québec. J'ai quitté la fonction publique québécoise pour effectuer des études doctorales au programme de doctorat conjoint des universités UDM, Concordia et UQAM. J'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2009 sur le thème des médias et de l'intégration des immigrants et je me suis spécialisée en communication interculturelle. J'ai également co-dirigé un groupe de recherche et d'études axé sur la communication internationale et interculturelle pendant 2 ans. Et je suis maintenant chercheure régulière au sein du laboratoire de recherche en relations interculturelles qui est basé à l'Université de Montréal. Donc, pour la direction de programme, j'occupe ces fonctions depuis ce printemps. Donc, je suis de retour d'un congé de maternité et j'ai accepté donc d'occuper les fonctions de direction de programme à mon retour de maternité. Et je suis donc responsable de tous les programmes de premier cycle en communication sociale, notamment le baccalauréat en communication sociale, programme pour lequel vous assistez à cet événement virtuel aujourd'hui. Donc, diapo suivante, s'il te plaît, Laurence. On va faire un survol du programme de bac en communication sociale, le programme
Le code du programme, c'est le 8008. Donc, on nous demande souvent pourquoi le social à la communication. Pourquoi notre bac à nous, à l'UQTR, est un bac en communication sociale, pourquoi pas en communication publique ou pourquoi pas en communication tout court. Bien, pour mieux vous expliquer qu'est-ce que la communication sociale, je vais citer mon collègue Joe Katamboué, qui est professeur à notre département. Donc, Joe nous dit, dans la mesure où la communication est un processus dans lequel les gens utilisent des actes de langage pour agir les uns sur, contre, pour, avec les autres, c'est une action sociale. C'est une action qui est orientée vers autrui. Donc, la communication sociale est ainsi un processus de convergence qui consiste à prendre en compte ce que dit autrui en le rassurant afin de fonder la coopération nécessaire à la co-orientation. Donc, notre bac, il ne forme pas que des communicateurs, ils ne forment pas des communicateurs uniquement dans le domaine communautaire ou social. Des fois, on va penser que parce qu'on est un bac en communication sociale, c'est parce qu'on va former des communicateurs qui vont travailler dans le domaine social, dans le domaine communautaire. Notre bac, il porte sur la communication sociale de par sa définition en relation avec autrui. Fait que dans notre bac, vous allez voir toutes sortes d'éléments, je pourrais dire, toutes sortes de facettes à la communication. On va parler de communication publique, on va parler de relations publiques, de services à la clientèle, on va parler de journalisme, on va parler de production multimédia, on va parler de communication sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, il ne faut pas que vous ayez peur au mot social. Notre bac entend donc traverser toutes ces facettes de la communication parce que pour nous, la communication sociale, c'est la communication avec autrui. Donc, en place depuis 1997, le baccalauréat en communication sociale offre une formation professionnelle qui se démarque par sa polyvalence. Des cours sont offerts en communication graphique, communication écrite, multimédia, médias sociaux, mais aussi en communication organisationnelle, communication politique et en relations publiques. Les étudiants qui le souhaitent peuvent se spécialiser en choisissant leur cours optionnel. Donc, dans votre parcours, à un moment donné, vous allez avoir l'option de sélectionner certains cours et, si on veut, de personnaliser votre parcours en communication. Au cours de leur formation, les étudiants intègrent les méthodes, les techniques, les théories qui favorisent notamment la réalisation de plans de communication, des campagnes d'éducation publique et de gestion des communications organisationnelles, ainsi que des stratégies de conception et de réalisation médiatique. Donc là, je vous lance plein de choses que vous pouvez faire éventuellement avec un bac, mais c'est pour vous démontrer que vraiment notre formation, elle est très polyvalente et elle va vous permettre d'acquérir, elle peut vous permettre d'acquérir différentes compétences en communication pour pouvoir exercer la communication dans différents milieux. Les étudiants acquièrent des compétences, mais aussi une capacité de distanciation critique par rapport au monde dans lequel ils seront invités à jouer un rôle important en tant que professionnels de la communication. À souligner, le profil de baccalauréat avec stage, c'est le cheminement 01. Notre stage de 15 semaines en communication sociale permet aux étudiants d'acquérir une expérience professionnelle pendant leurs études et de développer un précieux réseau de contacts qui débouche souvent sur un premier contrat. On est pas mal le seul bac en com au Québec à offrir à tous nos étudiants qui le désirent, pas uniquement aux étudiants les plus méritants ou qui ont eu les meilleures notes. Donc, tous nos étudiants peuvent aller en stage, ceux qui choisissent le cheminement avec stage. Et ce qu'on observe, c'est qu'on est le programme en communication au Québec qui va offrir le meilleur taux de placement grâce à nos stages parce que généralement, le stage va se solder en un emploi. Donc, on l'observe dans environ 40% des stages auprès des stagiaires. Donc, si je résume, notre programme de bac célébrera bientôt ses 25 ans d'existence. La formation reçue, elle est professionnalisante et polyvalente. Ça signifie que les finissants sont prêts à entrer sur le marché du travail, voire ils ont déjà une expérience du travail de par leur cheminement avec stage.
et ils peuvent exercer différents métiers de la communication. Laurence, tu peux changer la diapositive, s'il te plaît. Donc, je l'ai déjà mentionné, le bac en communication sociale offre un excellent taux de placement à ses étudiants, et ce, souvent grâce au stage. Les diplômés du bac en communication sociale de l'UQTR œuvrent dans des domaines variés et stimulants. Au Québec, tous les milieux, mais tous les milieux de la sphère publique recherchent des professionnels de la communication. Et je vous dirais qu'avec les nouvelles technologies médiatiques qui se développent dans les dernières années, c'est de plus en plus vrai. Donc, le titulaire d'un bac en communication sociale peut pratiquer dans les milieux suivants que vous voyez à l'écran. Dans les entreprises privées, auprès des gouvernements, ce que j'ai fait moi-même quand j'ai obtenu mon bac. Donc, j'ai travaillé auprès des gouvernements. Vous pouvez être attaché de presse, donc vous pouvez travailler dans le secteur de la politique. Vous pourriez travailler dans le secteur public, parapublic, dans des écoles, vous pourriez travailler pour les communications comme le fait Laurence, donc travailler au service des communications pour une école, une université, dans des hôpitaux, auprès de la police. La police a besoin de communicateurs. Vous pourriez travailler dans le secteur des coopératives, des mouvements associatifs, auprès des organismes sans but lucratif. Vous pourriez travailler dans des firmes indépendantes, dans des agences et les fameuses boîtes de com. Donc là, vous feriez la communication vraiment à tous les jours, mais pour des clients différents à chaque instant. Vous pourriez aussi travailler au sein des médias à titre de journaliste, de recherchiste, de production du visuel, etc. Vous pourriez travailler dans les collèges. Plusieurs de nos diplômés vont enseigner la communication dans les collèges. Vous pourriez travailler dans les institutions culturelles, dans le monde du divertissement, donc pour les musées, centres d'exposition, maisons de production, maisons de la culture, etc. Vous pourriez travailler dans tous les autres milieux, par exemple pour une équipe sportive. Si on prend les Canadiens de Montréal, bien, cette équipe sportive-là a besoin de faire des communications avec ses publics. Et donc, ils sont à la recherche, toutes ces organisations-là sont à la recherche de bons communicateurs. Vous pourriez même travailler à votre propre compte. On a des diplômés qui ont parti leur propre boîte de communication, qui travaillent aujourd'hui à leur propre compte. Et vous pourriez faire un passage aussi aux études supérieures si vous aimez réfléchir à la communication, puis vous voulez pousser un petit peu plus loin cette discipline-là. Donc, vous pourriez, avec un bac en poche, vous pourriez passer aussi aux études supérieures. Donc, presque tous les étudiants du bac en com social complètent leur scolarité par un stage et nombreux sont ceux qui ont obtenu un emploi dans ce milieu de travail. À titre d'exemple, les finissants au baccalauréat en communication sociale ont réalisé leur stage dans les milieux suivants, ce qui témoigne de la variété des débouchés en communication. Donc, je vous lis une liste, mais cette liste-là, elle ne fait que s'allonger d'année en année parce que vraiment, on travaille avec plusieurs milieux de stage. Donc, vous allez voir, c'est des organismes que vous connaissez. On a donc eu des stagiaires chez Centraide Québec, Amnesty International, à l'Association des médias écrits communautaires du Québec, chez Astral Média, Canal Vox, Vidéotron, Hydro-Québec, La Presse, pour David Stee, pour le Musée McCord d'Histoire canadienne, Oxfam Québec, TVA Productions, le Carnaval de Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, Théâtre Périscope, le Festival Western de Saint-Tite, le Centre sportif Alphonse Desjardins, Femmes et entrepreneuriat en Mauricie, l'Hebdo-Journal, le Nouvelliste, ils vont prendre de nos stagiaires à chaque année, le Festival de Trois-Rivières, le Salon du Livre, l'Académie des Estacades, Acolyte Communication, etc., etc. Donc, c'était pour vous donner des exemples de milieux où vous pouvez effectuer votre stage. Après leur baccalauréat, les étudiants peuvent également poursuivre des études de cycle supérieur en sciences humaines et sociales, donc pas uniquement en communication. Et le témoignage un peu plus tard de Vicky, qui suivra ma présentation, expose qu'un diplôme en communication sociale peut également déboucher sur des études au cycle supérieur. Diapo suivante, s'il te plaît, Laurence. Sur l'expertise des professeurs, donc nous sommes une petite équipe de professeurs réguliers en communication, mais la beauté de notre équipe, c'est notre polyvalence.
Nous avons en effet chacun notre spécialité en communication, ce qui nous permet de représenter adéquatement la variété des domaines d'expertise dans la discipline de la communication. Je vais commencer par les plus sages. Joe Katambwe, je vous l'ai déjà nommé, c'est notre théoricien et notre spécialiste de la communication organisationnelle. On a aussi parmi nous Stéphane Perrault, qui a fait ses études en psychologie du sport, qui est l'expert de la communication et du leadership. Parmi notre équipe, on a également Yvon Laplante, qui est notre sémiologue et il s'intéresse à la communication dans le domaine culturel. Il est aussi, depuis 2016, directeur des services des communications de l'UQTR. Donc, il a quitté temporairement sa chaise de professeur pour occuper les fonctions de directeur de communication à l'UQTR. France Aubin, elle, s'intéresse aux intellectuels, à la gouvernance des communications et à l'espace public. Mireille Lalancette, elle, c'est une passionnée de communication politique. Elle est aussi très passionnée de ses étudiants. Jason Lukerhoff, il étudie la culture, les publics et les médias et il dirige une revue scientifique sur les méthodes de recherche mixtes en sciences humaines et sociales. Cinda Benafana, c'est notre professeure en communication numérique. Et la toute dernière qui a été engagée, c'est Emmanuelle Cacamo, qui s'intéresse aux nouveaux médias et aux médias émergents. Et bien, il y a moi, Farah Bérubé, je travaille, je vous l'ai déjà dit, sur la communication internationale et interculturelle. À notre petite équipe se joignent des professeurs associés, donc ce sont des professeurs qui travaillent dans d'autres universités ou qui sont à la retraite et avec qui nous collaborons sur des bases régulières. Nous avons également un excellent groupe de chargés de cours qui enseignent dans notre programme de bac. Ces chargés de cours exercent presque tous les domaines des communications et ils ont une expertise précieuse et à jour du terrain de la communication. Également, ils sont pour la plupart issus de notre programme de bac en com, alors ils connaissent bien la réalité de nos étudiants pour y avoir occupé les mêmes bancs qu'eux. L'accès aux professeurs et l'encadrement personnalisé, c'est l'une de nos forces et c'est ce qui nous démarque des autres universités offrant un programme de bac en communication. On est vraiment une petite équipe, donc on est vraiment près de nos étudiants et c'est ce qui ressort à chaque fois des évaluations. En effet, notre équipe étant petite, notre mentalité est plutôt celle d'une famille. On vous connaît par vos noms. On parle de vous dans nos réunions. On cherche des solutions adaptées à vos réalités. Et pour être moi-même passée par 4 très grandes universités au Québec, je vous les ai mentionnées en introduction, je peux vous assurer que la relation étudiant-enseignant est totalement différente et à taille humaine dans notre programme de baccalauréat. Laurence, diapo suivante, s'il te plaît. Bon, maintenant que je vous ai convaincu sur notre programme, on va parler des conditions d'admission. Donc, il y a différentes portes d'entrée, si on veut, pour le bac en com. Vous pouvez faire une demande d'admission sur la base collégiale. Pour cela, vous devez être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou son équivalent. Vous pouvez aussi faire une demande sur la base expérience. Sur cette base, il faut être âgé d'au moins 21 ans. Il faut posséder des connaissances appropriées et œuvrer ou avoir œuvré pendant une période d'au moins 2 ans dans un domaine situé dans le rayonnement des communications sociales. Donc, si vous avez des questions en ce sens-là, vous pourrez me les poser pendant la séance ou éventuellement. Donc, le candidat adulte doit joindre à sa demande d'admission des attestations de son expérience et toute autre pièce pouvant établir qu'il possède les connaissances requises. Le responsable du programme, c'est moi, pourra recommander au candidat adulte admissible une ou des activités d'appoint susceptibles de l'aider dans la formation qu'il entreprend. Donc, généralement, comment ça se passe? Je reçois le dossier qui provient d'une base expérience et je vous convoque en entrevue. Et vous aurez donc, pendant cette entrevue-là, la chance de me présenter vos différentes expériences qui sont en lien avec les communications, le domaine des communications. Et puis, on échange comme ça de vive voix pour ensuite mieux vous diriger au sein du programme en bac, de bac en commun. Note importante.
tous les étudiants, que ce soit de la base collégiale ou de la base expérience, doivent se conformer au règlement relatif à la maîtrise du français dans les programmes d'études. Dans ce règlement, notre programme a des dispositions particulières relativement à la compétence langagière supérieure. Donc, une fois que votre demande d'admission est acceptée, nous vous inviterons à passer le test de diagnostic sur la connaissance du français écrit, et ce, avant le début des classes. Si vous n'obtenez pas la note de passage à ce test, la note de passage elle est de 65 %, vous serez tout de même admis à notre programme, mais vous serez automatiquement inscrit à un cours de français pour augmenter vos compétences langagières supérieures, et ce cours comptera parmi vos cours optionnels. C'est le fameux cours, le code de cours FRA 1021. Donc, pourquoi on fait ce test? Bien, parce que l'outil d'un professionnel de la communication, c'est la langue parlée et écrite. Un communicateur qui fait des fautes de français, c'est comme un cordonnier sans marteau et sans colle. La semelle de la chaussure ne pourra pas tenir. Bien, en communication, le message ne passera pas quand on a une mauvaise connaissance de la langue. Donc, on vous fait passer ce test-là. Vous allez recevoir très prochainement, vous allez recevoir une convocation à passer le test. C'est la première fois cet été qu'on va avoir la possibilité de passer le test en ligne, étant donné la crise sanitaire. Et donc, ce test ne demande pas de préparation, c'est seulement pour juger là, de votre niveau de connaissance, de la langue française. Et si vous n'obtenez pas la note de passage, pas de souci, vous restez tout de même admis dans le programme. Vous aurez tout simplement à faire un cours optionnel en langue française, tandis que ceux qui vont obtenir la note de passage pourront, à leur choix, choisir un autre cours optionnel. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez même pousser plus loin puis choisir un cours de français, pourquoi pas. On n'en a jamais assez. Vous devrez choisir entre deux cheminements, le cheminement avec stage et le cheminement sans stage. Dans le cheminement avec stage, votre dernière session s'effectuera dans un milieu de stage que vous aurez choisi ou qu'on vous proposera. Nous, on dispose d'une banque de milieux de stage. Le cours de préparation au stage, le stage et son rapport représentent 18 crédits de votre bac. Donc, comme vous le voyez, notre programme permet vraiment de devenir des professionnels en communication, et c'est vraiment pendant votre stage que vous allez pouvoir mettre en pratique la communication. Ça va devenir vraiment très concret, très réel. Et en plus, vous allez déjà établir des contacts avec le marché du travail. Donc, c'est quand même beaucoup. Vous avez 18 crédits sur les 90 qui vont se passer dans un milieu de stage. Si vous choisissez le cheminement sans stage, vous devrez remplacer ces 18 crédits par des cours, soit l'équivalent d'environ 6 cours de 3 crédits. Donc, la dernière session, au lieu de la passer dans un milieu de stage, vous allez la passer en classe. C'est un cheminement qui est possible. Dans les documents à fournir pour la demande d'admission, sur la base collégiale, si vous provenez de la base collégiale, vous n'avez aucun relevé à fournir. Si vous venez d'un autre programme universitaire qui ne se donne pas à l'UQTR, vous devrez fournir un relevé de notes officiel émis par votre institution d'enseignement. Si vous êtes déjà à l'UQTR, vous n'avez pas à fournir ce relevé-là. Nous, on se parle entre nous, donc on est capable d'avoir le relevé. Et si vous venez sur la base de votre expérience, vous devrez fournir un curriculum vitae à jour. Voilà. Parfait. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Laurence. Donc, régime d'études et durée maximale des études. Donc, on considère là, que le temps complet, c'est 12 crédits et plus. Le temps partiel, vous aurez compris, c'est moins de 12 crédits. Donc, un cours de 3 crédits, donc c'est ça, pardon, je vais revenir. Donc, un cours vaut généralement 3 crédits. Je dis généralement parce qu'il y a des cours, par exemple, les projets d'intervention dans la communauté qui, eux,
peuvent valoir plus, qui peuvent valoir 6 crédits. Mais règle générale, un cours vaut 3 crédits, c'est le chiffre que vous devez retenir. Donc, pour être considéré à temps plein, il faut au moins que vous vous inscriviez à 4 cours pour avoir 4 cours de 3 crédits pour avoir les 12 crédits minimum exigés pour le temps complet. Donc, de manière générale, pour un cours de 3 heures de cours, l'étudiant devra mettre 6 heures d'études. Donc, on peut calculer de façon générale qu'un étudiant passera 9 heures par semaine au total autour d'un cours de 3 crédits. Donc, 3 heures en classe et 6 heures à préparer le cours, à faire les lectures, faire les travaux, etc. Donc, 6 heures d'études. Donc, selon le calcul précédent, si un étudiant à temps plein est inscrit à 5 cours, il consacrera 45 heures par semaine à ses études. Donc, si on fait 5 cours fois 9 heures, je vous disais que dans le 9 heures, c'est 3 heures en classe, 6 heures d'études, ça égale 45 heures aux études par semaine. Donc, vous voyez, ça correspond à du temps plein. La durée maximale des études pour notre bac, elle est établie à 10 années consécutives. Donc, si ça vous prend plus que 10 ans pour faire tous les cours, vous devrez refaire une demande d'admission. Mais vous voyez, normalement, nous, notre bac se fait en 3 ans quand on est à temps plein. Mais si on est inscrit à temps partiel, vous avez maximum 10 années pour compléter le programme de bac. Diapo suivante, s'il te plaît, Laurence. Donc, la formation à distance, depuis avril, tous nos cours sont maintenus et ils sont offerts à distance dans le contexte de la crise sanitaire et ça sera le cas cet automne. Donc, tous nos cours vont se donner sur des plateformes telles que Zoom. Donc, ça fonctionne vraiment très bien pour le moment. Même les évaluations peuvent se faire à distance et sans souci. Même le test diagnostic de français, vous allez le faire à distance. À l'automne 2020, toutes nos activités d'enseignement se réaliseront en ligne et ça débutera par le test de diagnostic. Donc, je me répète, je viens de vous le dire. Et ainsi que l'activité d'accueil. Donc, il va y avoir une activité d'accueil. C'est à confirmer, fort probablement autour du 1er septembre. Vous recevrez une convocation à cette activité et vous pourrez connaître à ce moment-là la formule qui sera adaptée, mais pour respecter les consignes du gouvernement entourant la crise sanitaire, il est fort possible qu'on tienne également l'activité d'accueil à distance. Donc, mais vous allez voir que les professeurs sont très, très, très disponibles, même en télétravail. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Peut-être que Vicky pourra en témoigner. Diapo suivante, s'il te plaît, Laurence. Donc, les facteurs de réussite, ce sont des trucs pour réussir ses études. Étudier à temps plein. C'est certain que c'est plus stimulant, c'est plus motivant d'être inscrit à temps plein puis de se consacrer à ses études à temps plein. On suggère aussi un emploi étudiant de 15 heures ou moins. On comprend que vous avez aussi vos obligations financières, etc. Et puis, c'est toujours intéressant d'avoir un emploi, mais pour que le mariage entre études à temps plein et emploi étudiant se passe bien, on suggère 15 heures ou moins. Autre facteur de réussite, valoriser les études plus que les loisirs. Vouloir le diplôme, il faut le vouloir. Hein? Le vouloir, c'est pouvoir. Réussir tous ses cours au premier trimestre, ça, ce sont des études qui l'ont démontré. Quand le premier trimestre se passe bien, règle générale, la suite va aussi très bien. Donc, il faut vraiment donner un coup pour le premier trimestre, s'adapter à la nouvelle vie universitaire. On peut bien entendu profiter des activités sociales, mais il faut donner l'énergie nécessaires pour bien réussir tous ces cours au premier trimestre et ça assure, règle généralement, le bon déroulement du reste du programme. Lire avant les cours, en gros, se préparer. Souvent, les professeurs vont vous donner
des genres de devoirs. Ils vont vous demander de consulter des textes, de consulter des documents audio sur Internet, etc. Et lorsqu'on le fait avant et qu'on prend, on prend le temps de le faire, de noter des questions, etc., règle générale, ça assure aussi une meilleure compréhension des contenus, une meilleure réussite. Participer activement au cours. Des fois, c'est pas simple de participer en ligne. On a envie plutôt de fermer la caméra puis de flâner un peu, mais le fait de se rendre plus actif, ça aide aussi à mieux réussir ses études. Et bien entendu, faire le travail suggéré par le professeur à chaque semaine. Dernière diapo, s'il te plaît, Laurence. Je voulais vous donner mes coordonnées. Donc, vous avez ici à l'écran mon adresse courriel pour pouvoir m'écrire personnellement, me poser des questions. Et vous avez également le courriel de Diane Jonf. Diane Jonf, c'est la commis, donc c'est elle qui s'occupe de vos dossiers. Et c'est vraiment elle qui a réponse à toutes vos questions. Souvent, si vous me posez des questions à moi, je vais vous répondre, mais je vais mettre Diane en CC ou je vais demander à Diane de répondre parce que vraiment, c'est elle là, qui est l'experte là, sur vos différents parcours, différents cheminements. Et c'est elle qui peut vous accompagner là, sur toutes les questions que vous pouvez avoir sur votre dossier étudiant. Donc, voilà pour ma présentation. Laurent, je pense que c'est bon? Oui, merci beaucoup, Farah. C'est vraiment gentil. Merci pour ton intervention. Ça fait plaisir. Génial. Donc, quelques petites informations rapidement avant de passer au témoignage donc, de Vicky. Alors, pour votre information, pour ceux et celles qui n'auraient pas encore déposé votre demande d'admission, donc c'est 44 et 77 Canadiens pour déposer la demande. Et si vous avez des questions par rapport aux frais de scolarité, vous pouvez simplement visiter le site web que vous voyez ici à l'écran. En fait, selon votre situation, selon le nombre de crédits que vous allez prendre, vous allez pouvoir faire un calcul approximatif du coût des études. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Vicky Girard, qui est étudiante au programme au baccalauréat au cycle supérieur. Et je profite de l'occasion pour vous informer que c'est la dernière chance pour vous de poser vos questions dans le Q&A tout juste tout bas de l'écran afin qu'on puisse répondre à toutes vos questions par la suite. À toi, Vicky. Alors, merci Laurence. Bonjour à tous. Je m'appelle Vicky Girard. Je suis étudiante actuellement finissante à la maîtrise en communication sociale de l'UQTR. En fait, moi, j'ai débuté mon cheminement au bac 10 ans après avoir fait une carrière d'intervenante sociale. J'ai travaillé auprès de personnes qui avaient des problèmes de consommation de drogue, d'alcool, auprès d'ex-détenus puis des décrocheurs scolaires. Puis, bon, les événements ont fait que j'ai choisi de retourner à l'école. Et je cherchais vraiment un emploi où il n'y avait pas de routine, que le défi pourrait être quotidien, qu'il y avait un contact humain, c'était ultra important pour moi, puis que j'irais chercher une certaine dose d'adrénaline, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les communications. Et le choix de l'UQTR, honnêtement, a vraiment été naturel. J'avais déjà fait un certificat par le passé et mon expérience avait été vraiment positive. J'avais aimé la qualité des enseignements, l'expertise des professeurs et la proximité que Farah vous a parlé tantôt. Donc ça, puis il y avait aussi l'aspect social des communications, tu sais, étant une ancienne intervenante, le côté utilité publique et bien commun était nécessaire dans mon choix. Bref, mon baccalauréat, je l'ai vraiment aimé pour plusieurs raisons. La première, Farah en a parlé un petit peu tantôt, mais la diversité des enseignements, malgré que c'est une petite université, un petit département, ils choisissent vraiment les professeurs en fonction de pouvoir toucher plusieurs domaines de la communication. Elle en a parlé un petit peu, mais la communication organisationnelle, la culture, la communication politique, les relations publiques aussi. Moi, ça m'a permis d'expérimenter et de finalement choisir la communication interculturelle comme domaine d'études. Justement, en pouvant toucher tous ces domaines-là, ça permet aussi d'expérimenter et les professeurs étant experts, ils vont toujours accompagner la théorie avec la pratique, mais avec des bonnes méthodes, pas un petit peu tout croche là. Donc, ça nous a permis justement, j'ai fait un reportage vidéo. J'y connaissais rien, mais on est vraiment parti du début. On monte un scénario jusqu'à la fin. On fait le montage de tout ce qu'on a filmé.
On a fait un débat dans les règles de l'art. On a préparé, animé, rédigé tous les documents nécessaires aussi pour faire une conférence de presse. Donc, on a vraiment pu vivre des expériences concrètes, en fait. Mais ce que j'ai le plus aimé puis ce qui m'a apporté à l'UQTR, ça a été la proximité avec les profs. Déjà, ben, ça aussi, Farah l'avait mentionné, mais les professeurs se souviennent de nos noms, ils savent qui est-ce qu'on est, qui fait vraiment différent d'un auditorium à 150 étudiants. Mais ça permet aussi de personnaliser le cheminement. Ils nous connaissent, ils connaissent nos forces, nos difficultés, donc ils nous prennent où est-ce qu'on est pour nous amener plus loin de où est-ce qu'on est capable. Et ça fait que moi, en tout cas, personnellement, je me suis sentie impliquée dans mon cheminement. Ça a développé mon sentiment d'appartenance. Finalement, ben, je vais en venir au stage parce que le stage permet encore plus de mettre en application, mais aussi de faire des contacts. Dans mon cas, je pensais faire la maîtrise, donc j'ai voulu faire un stage de recherche. J'ai été l'étudiante justement avec Mme Farah Bérubé. Ça m'a vraiment permis d'appliquer une tonne de faire du plancher, du terrain en communication parce que j'ai fait de l'événementiel. On a organisé un colloque scientifique. C'était moi qui s'occupais des communications avec les participants. J'ai participé au concours d'affiches scientifiques de l'UQTR avec ça. On a rédigé un article scientifique qui est maintenant en ligne. La recherche peut sembler un peu routinière, mais honnêtement, il n'y a aucune de mes journées qui a été pareille durant 15 semaines. Donc, ça m'a permis de voir que finalement, j'aimais ça, que j'aimais aussi le terrain des communications. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de continuer à la maîtrise. Et là, j'achève. En fait, normalement, je dépose cet été mon mémoire. Et j'ai tellement aimé en fait l'UQTR que là, ce que je souhaite, c'est continuer par un doctorat et revenir enseigner, en fait, idéalement, transmettre aussi ma passion des communications, mais à l'UQTR. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est ça. Laurence, ton micro n'est pas ouvert. Merci. C'est ça, je disais que j'avais un petit problème technique, justement. Donc, merci beaucoup pour me mentionner. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Vicky, pour ton intervention. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Alors, je vais vous lire simplement, Farah et Vicky, les questions et vous aurez le soin d'y répondre. Donc, la première question. Est-ce que notre session se déroulera à distance? La session d'automne va se dérouler à distance. Oui, c'est confirmé chez nous. En fait, c'est pas toute l'université qui va être à distance. Le campus étant ce qu'il est, certains locaux, on réserve, si on veut, les locaux pour les programmes, les disciplines qui ont vraiment besoin d'être en présentiel. On peut penser à des laboratoires ou sciences infirmières, etc. Tandis que nous, on a un programme qui se prête bien à l'enseignement à distance. Donc, dans notre cas, à nous, on va être 100% et totalement à distance à l'automne. On espère tous qu'on trouvera rapidement, la science pourra trouver rapidement un remède au virus qui circule partout. Pourquoi? Bien, parce qu'on a quand même hâte de vous retrouver physiquement, donc en personne. Donc, on espère qu'à l'hiver prochain, on pourra donc être de retour, tout le monde ensemble en classe. À l'automne, ça va se dérouler en ligne. Et puis, ça fait déjà 3 mois qu'on est en ligne. La session d'hiver s'est terminée en ligne. La session d'été est bien entamée en ligne. Et ça se passe très bien là, pour la majorité des enseignants et des étudiants. Je pense que Vicky veut même ajouter quelque chose. Oui, parce que tu m'avais relancé, en fait, durant ta présentation sur l'enseignement à distance et j'ai oublié de revenir sur ta question. En fait, justement, je viens tout juste de terminer un cours avec Mme Bérubé en communication interculturelle qui s'est fait en ligne. Et au début, c'est sûr que ça a été un peu particulier. Je suis habituée du contact humain, c'est important pour moi. Par contre, ça pousse en fait les professeurs à se renouveler un petit peu, à amener des activités qu'on n'aurait pas nécessairement faites en classe.
et à pas juste donner de la théorie, mais justement faire une pratique qui est différente. Donc, ça a apporté vraiment un côté pas désagréable. Ça a été agréable de faire le cours en ligne quand même. Excellent, merci beaucoup. Donc, deuxième question. Alors, pour ceux qui ont un plan d'intervention à cause d'un TDAH, avec qui devrons-nous communiquer? Le programme ou un autre service? Vous allez devoir communiquer avec un autre service. Je pense que la première porte d'entrée, c'est le service aux étudiants. Et eux, ils pourront vous diriger vers... il y a des gens là, qui travaillent spécialement avec les étudiants qui ont des besoins particuliers. Et ces gens-là font vraiment un super travail parce qu'avant que les cours commencent, on reçoit des informations relativement aux étudiants qui sont inscrits dans nos cours et qui ont ces différents besoins particuliers. Donc, on a toute la liste et on sait ce dont vous avez besoin. Donc, on est préparé si on veut. Et ces gens-là aussi, ce service-là, pour les besoins particuliers des étudiants, font toujours un suivi aussi avec nous pendant la session. Donc, moi, je vous réfère au service aux étudiants avant de commencer la session et eux, ils vont pouvoir vous donner le nom des personnes responsables pour les besoins particuliers et c'est eux, les besoins particuliers, qui vont nous informer de vos fameux besoins. Excellent, merci beaucoup. Prochaine question. Je suis en train de faire une réorientation de carrière et je viens de finir mon DEC en gestion de commerce, marketing. Vu que la communication est large, quelle branche est plus proche de mon programme? Bien, si vous avez déjà des connaissances en marketing ou si vous avez déjà une formation universitaire en marketing, je pense que là, c'était du niveau collégial, il y a, nous, dans notre programme, dans le cheminement, il est possible de suivre des cours en marketing. Donc, peut-être qu'on pourra se parler, peut-être qu'il y a des équivalences ou il y a peut-être des reconnaissances qui pourront être données parce que il y a une branche possible qui s'en va vers le marketing. Mais je dirais, vite comme ça, une grande branche de la communication qui est très en lien avec le marketing, c'est celle des relations publiques. Donc, assurément, là, moi, c'est là-dedans que je vous inviterais, dans le profil relations publiques, c'est là-dedans que je vous inviterais là, à plutôt choisir vos optionnels. Excellent, merci beaucoup. Prochaine question. Même le cours de production médiatique, cours documentaire, se donnera en ligne? Oui, le cours production médiatique, cours documentaire se donnera en ligne. Notre chargé de cours, Nicolas Lacourcière, qui est un diplômé de notre programme, il a été un des plus proactifs là, quand on a commencé à annoncer qu'on irait en ligne. Donc, il a travaillé très fort avec le service technologique et de l'informatique et ils ont ils ont monté du contenu que vous allez pouvoir consulter en ligne. Et aussi, ils ont pensé à trouver des logiciels qui vont être libres d'accès et qui vont vous permettre de faire du montage à partir de vos téléphones. Et puis, de toute façon, c'est rendu ça, la communication, la production vidéo. Ça se fait beaucoup maintenant aujourd'hui à partir des téléphones. Donc, en fait, on va être en plein dans le mille et on va s'adapter. Mais oui, ça va se faire à distance. Et je pense que la seule dépense qui est liée, mais qui n'est pas obligatoire, c'est celle de l'achat d'un micro, mais je pense que c'est quelque chose autour de 20 $. Donc, c'est un accessoire que vous pouvez brancher après vos téléphones pour avoir une meilleure prise audio. Mais ce dont on a pensé, Nicolas a pensé que il vous offrirait la possibilité de pouvoir vendre le micro acheté aux étudiants des futurs étudiants. Donc, vous pourriez de cette manière-là, si vous n'êtes pas intéressé à garder le micro, vous pourriez le revendre une fois le cours terminé. Donc, oui, même ce cours-là va se donner à distance. Même les stages vont se faire à distance. Donc, c'est la nouvelle réalité. Mais je vous dirais, je sais que c'est particulier,
Mais le domaine des communications, c'est un des domaines où il y a beaucoup de télétravail, où ça se fait déjà beaucoup. Moi, j'ai énormément d'amis, pour être passée dans un bac en com, j'ai énormément d'amis que j'ai connus pendant mon bac qui travaillent en communication puis dans différents secteurs. Et pour eux, c'était déjà une réalité, le télétravail. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui nous permettent de faire ça. Donc, en même temps, ça s'adapte à notre domaine d'études. Donc, il faut juste être, je vous dirais, il faut être actif. Il ne faut pas se laisser se cacher derrière la caméra. On apprend à travailler avec l'outil et ça a des bons côtés. C'est sûr qu'on a hâte de se retrouver en personne, mais ça a aussi plein d'avantages. Merci beaucoup, Farah. Donc, prochaine question. Les relations publiques, c'est quoi en bref? Super bonne question. En plus, c'est mon domaine, c'est dans le domaine dans lequel moi, j'ai travaillé et je donne beaucoup les cours au niveau du bac en relations publiques. Les relations publiques, c'est le service communication ou c'est le porte-voix d'une organisation. Donc, toute organisation qui œuvre dans le public, si elle vend des produits, si elle offre des services, elle a besoin de communicateurs. Donc, le relationniste, c'est cette personne-là qui travaille pour l'organisation et qui est donc le porte-voix, le porte-parole de l'organisation qui fait ses communications. C'est lui qui va rédiger les communiqués de presse qu'il va envoyer aux médias. C'est lui qui peut organiser les conférences de presse. C'est lui qui peut gérer aussi le service à la clientèle. Ça dépend des organisations. Mais voyez-le un peu comme cette personne-là là, qui est à la porte de l'organisation et qui est en contact constant avec les publics d'une organisation. C'est le professionnel des communications pour une organisation. Excellent, merci beaucoup. Donc, prochaine question. Est-ce que les logiciels de montage seront aussi accessibles sur nos ordinateurs? Oui, ça sera accessible. Nicolas a pensé à tout ça. Ça, c'est pas mon domaine d'expertise, mais oui, on a pensé à tout ça, puis on a pensé aussi aux frais. On veut pas que ça vous coûte, on veut que ça vous coûte presque pratiquement rien. Comme je vous disais, le seul accessoire que vous pourriez acheter, puis il sera même pas obligatoire, c'est peut-être un micro. Tout le reste, on y a pensé. L'UQTR a débloqué des fonds spéciaux pour l'enseignement en ligne. On a pu en profiter pour pouvoir rendre accessible pour vous des logiciels de montage, etc. Là. Donc, ne soyez pas préoccupés par ces questions-là. On y a pensé et puis vous allez avoir accès à tout ça de manière gratuite. Excellent, merci beaucoup. Prochaine question. Dois-je choisir mon lieu de stage moi-même ou puis-je avoir de l'aide? Les deux options sont possibles. Donc, nous, on a une agente de stage, c'est Gabrielle Ebachar. Gabrielle Ebachar, c'est une de nos anciennes diplômées également. Vous voyez, il y en a beaucoup on a beaucoup de nos diplômés qui nous aiment et puis qui restent accrochés à notre programme. Donc, Gabrielle Ebachar, elle a une banque de milieux de stage. Donc, il y a des endroits, il y a des milieux, des organisations qui, à chaque année, ils font appel à nous. Ils veulent engager des stagiaires. Je pense, entre autres, au Carnaval de Québec. Pratiquement à chaque édition, ils vont solliciter 1 ou 2 stagiaires. Donc, ces organisations-là sont habituées et en début d'année, elles contactent Gabrielle, puis elles remplissent une demande pour un stagiaire. Donc, vous allez voir Gabrielle et consulter cette banque-là. Vous pouvez également, puis on vous incite fortement à le faire, trouver votre propre milieu de stage. Donc, il y en a beaucoup d'étudiants parmi ceux-ci qui travaillent déjà au sein d'une organisation. Je pense à un ancien étudiant, lui, il travaillait à la brasserie Trou du Diable. Il était serveur, là, c'était son emploi étudiant. Bien, il a réussi, quand est venu le temps de son stage, de travailler pour la
pour les communications trop du diable, donc il est devenu relationniste, on en a un bel exemple, pour cette brasserie-là. Donc, son employeur a réussi à lui trouver, dans le domaine de la communication, un stage, lui a offert un stage. Donc, c'est un parfait exemple là, de quelqu'un qui va arriver avec un milieu, qui va avoir trouvé lui-même son milieu. Donc, les deux options sont possibles. Excellent, merci beaucoup. Prochaine question d'ordre un peu plus technique peut-être. Quel type de micro devrons-nous acheter? Micro à main, micro-cravate, micro sur casque? Oh là, je ne serais pas capable de répondre. Mais si vous voulez, envoyez-moi la question par courriel, puis je vais la transférer à notre chargé de cours, Nicolas Lacourcière, là, qui va pouvoir mieux vous répondre si vous avez envie déjà là, de vous procurer le matériel. Donc, ça me fera plaisir là, de lui transmettre, mais cette technicalité-là, je ne la connais pas. Merci beaucoup, Farah. Excellent. Donc, prochaine question. Quel est le budget que je dois prévoir pour mes livres pour une session? Wow, super de bonne question. Très bonne question. Je vous dirais, c'est difficile pour moi de répondre parce que je vais prendre uniquement mon exemple et ce que moi je demande aux étudiants, règle générale, dans presque tous mes cours. Je ne sais pas si mes collègues font tous comme moi. Je pense que la majorité le font. Moi, j'aime bien passer par le recueil de textes. Un recueil de textes, c'est moi-même qui va aller puiser dans peut-être 50 sources, 50 livres. Je vais aller chercher des chapitres ici et là et je les rassemble dans un recueil de textes. Le recueil de textes, il est en vente à la coop et ça vous permet à moindre coût d'avoir accès à différentes sources, différentes références qui sont en lien avec le contenu du cours. Règle générale, un recueil de texte, ça dépend toujours du nombre de pages, mais dans mon cas, à moi, c'est toujours quelque chose qui va tourner autour de 15 18 environ. Autrement, si on vous demande d'acheter des livres, règle générale, on va rendre un ouvrage obligatoire et les autres, on va vous les suggérer. Donc, ce serait plutôt des ouvrages complémentaires. Puis un ouvrage, ben, c'est quelque chose qui peut coûter entre, je vous dirais, règle générale, peut-être 30 $. Donc, si j'étais vous, je pense, je pourrais peut-être réserver environ, disons qu'on y va au maximum là, avec un livre par cours, disons qu'on a 5 cours, autour de 30 $. Donc, je suis très mauvaise en maths, c'est pour ça que je suis allée en communication. 5 fois 30, donc peut-être à peu près 200, 250 $ maximum. Là, vous pouvez peut-être budgéter pour l'achat des livres, mais autrement, il n'y a pas d'autres matériels obligatoires, comme ça pourrait être le cas dans d'autres disciplines. Vous avez besoin, disons, d'équipements, de sarraux, etc. Peut-être que Vicky, tu peux témoigner, toi, vu que tu as passé par le bac, puis combien ça te coûtait environ par session? Mais, écoute, je pense pas que j'ai déjà atteint le 200 $ de livres dans une session. La majorité des profs vont faire comme toi avec des recueils de textes. Ça fait qu'on peut aller chercher, bon, un peu des forces un petit peu partout. Il y a quelques professeurs qui vont nous faire chercher des livres, mais sont plus rares. Puis de toute façon, J'ai jamais dépassé 200 $ par session. OK. Puis de toute façon, les livres aussi, vous avez toujours la possibilité de les emprunter à la bibliothèque, soit de l'université ou une bibliothèque dans votre municipalité. Donc, puis il y a beaucoup, beaucoup de reventes aussi, les acheter usagés. À la coop, ça se fait, mais aussi entre les anciens étudiants et les nouveaux étudiants de com, il y a beaucoup de gens qui font ça aussi. Excellent, merci beaucoup. Prochaine question. Comment faire pour s'inscrire à ces cours? Si j'ai des questions, à qui dois-je m'adresser? Diane Jonf. Il faut contacter Diane Jonf. C'est votre, je vous le disais, là, c'est la personne ressource. C'est elle qui va vous avez des questions sur votre cheminement. Serait-tu mieux de prendre tel cours avant tel autre cours? Lesquels sont préalables, etc. Moi, j'ai une session particulière pour telle raison. Donc, je voudrais prendre moins de cours cette session-ci. Ça va être quoi les impacts? Comment je réorganise la suite?
Diane Jonf. Donc, vous lui écrivez un courriel et puis tout le monde maintenant, même les commis, sont disponibles sur Zoom. Donc, c'est très, très simple. Je sais qu'avant, on allait directement au bureau puis on allait cogner à la porte de Diane, mais là, il suffit de lui envoyer un courriel puis dans la journée, Diane, elle va vous envoyer une convocation au Zoom puis vous allez pouvoir parler directement avec elle. Elle a accès à votre dossier et elle va pouvoir vous aider là, à identifier le meilleur parcours. Pour pouvoir vous inscrire, vous le faites via votre portail étudiant. Donc, vous allez avoir les accès. Là, on va vous donner des codes personnels. Donc, vous allez avoir ce portail étudiant-là et lorsque c'est possible, vous allez pouvoir donc aller faire vous-même l'inscription au cours. Et s'il y a certains cours qui sont bloqués, ce sont des cours particuliers là, qui demandent peut-être un préalable ou quelque chose du genre. Dans ce cas-là, vous tournez vers Diane. C'est elle qui peut vous inscrire là, dans les cours qui pourraient être bloqués pour X, Y raison. Mais retenez le nom de Diane, ça va être votre meilleure amie pour le programme de bac en com social. Excellent. Merci beaucoup, Farah. Donc, je tiens à vous remercier, Farah, Vicky, Isabelle également, que tous les participants n'ont pas eu la chance de voir. Isabelle, en fait, était celle qui prenait vos questions en note. Donc, d'ailleurs, on a encore d'autres questions qui sont dans le Q&A. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'y répondre puisque c'est le temps que nous avions aujourd'hui. Par exemple, on vous informe que nous, de notre côté, on va les compiler et les acheminer au département pour qu'ils puissent y répondre et nous vous les acheminerons par la suite à vous les participants par courriel. Donc, petit mot de la fin. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas encore déposé leur demande d'admission, c'est possible de le faire directement en ligne. Pour toute autre question, c'est possible également de communiquer avec l'équipe des conseillers aux futurs étudiants, l'adresse juste ici devant vous. Puis également, je porte à votre attention le site internet www.uqtr.ca/automne 2020 sur lequel vous allez pouvoir trouver plus d'informations concernant la formation à distance, en fait essentiellement à distance qui aura lieu à l'automne prochain. Donc, notamment les services aux étudiants qui parlent un petit peu, eux, de leur côté, comment ça va fonctionner. Donc, plusieurs capsules sont sur ce site-là, pour continuer d'en apprendre davantage. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous cet après-midi et puis on vous souhaite une excellente fin de journée puis on se revoit à l'UQTR. Au revoir!